Chers amis du Club du Mercredi, bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien proposé cette semaine en compagnie de Marc Rameau. Alors, c'est la première fois que nous faisons deux entretiens sur des délais aussi raccourcis avec la même personnalité. C'est volontaire, nous ne manquons pas de candidats avec qui nous entretenir, bien au contraire, mais au vu du succès rencontré pour notre première discussion avec Marc, et que ce soit le succès rencontré sur notre chaîne comme sur la chaîne du Cercle Aristote, puisque comme vous le savez, nos entretiens sont relayés après par l'équipe du Cercle Aristote, que nous saluons et remercions pour la qualité du travail effectué. Eh bien, nous avons voulu approfondir les notions de souverainisme et le lien à l'entrepreneuriat et à l'économie de marché en compagnie donc de Marc Rameau. Vous allez pouvoir retrouver notamment ce premier entretien sur notre chaîne, sur celle du Cercle Aristote, je vous l'avais dit. Et le premier entretien portait précisément sur l'aspect compatible du souverainisme et de l'économie de marché, donc qui était une discussion un petit peu inattendue pour les penseurs du souverainisme que nous sommes, et c'était très agréable. Marc Rameau, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un homme d'entreprise, c'est pour ça qu'il va pouvoir nous parler de tout ça, et il est l'auteur du livre Le Tao de l'économie, sur lequel nous sommes revenus avec lui dans ce premier entretien. Le premier entretien que je vous mettrai en suggestion de visionnage à l'issue de cette vidéo, bien sûr. Marc, bonjour. Bonjour Maxime et bonjour à tous les souverainistes du Club du Mercredi. Eh bien, écoute, on va pouvoir commencer, Marc. Tu souhaitais aujourd'hui aborder la question de la méritocratie, ou du moins le fait que le mérite occupe une place de moins en moins importante dans notre société, si j'ai bien compris le thème que tu m'as proposé d'approfondir ensemble. Alors, il est vrai qu'on a coutume de dire que la société française est une société méritocrate. Ça fait partie un petit peu des aspects de la France. On a longtemps entendu dire que, à force d'huile de coude, de talent, de travail, il était possible pour un fils d'ouvrier d'occuper les plus hautes fonctions de l'État. Il faut regarder par exemple le cas, alors je dis peut-être une énorme bêtise et vous me le direz dans les commentaires, mais le cas par exemple de Georges Pompidou qui commence prof de français et qui termine Premier ministre d'État, et même président, je dis Premier ministre, mais non, même président de la République, voilà, qui est l'illustration de ce type de phénomène. Et selon toi, sur la petite discussion qu'on avait en off, tu me disais que là, maintenant, on n'est plus tout à fait sur une configuration méritocrate, mais on est dans ce que tu appelles la République des impostures, des imposteurs. République des imposteurs, tout à fait. Ouais, la République des imposteurs. Alors, ce que je peine à comprendre, mais tu vas pouvoir m'éclairer, c'est qu'on a l'habitude de dire que nos dirigeants sont malhonnêtes, sont lâches, sont quelquefois animés de mauvaises intentions à notre égard, éventuellement. Mais alors que nos dirigeants soient des imposteurs, il va falloir que tu précises ton propos. Qu'entends-tu par le terme imposteur et pourquoi seraient-ils des imposteurs? Alors, tu fais bien de te référer à la tradition méritocratique française qui a fonctionné, mais il y a déjà maintenant longtemps. Il y a une époque où effectivement l'ascenseur social fonctionnait en France. Chiffre à l'appui, c'est de moins en moins le cas, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une reproduction sociale qui est de plus en plus problématique. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est un aspect de la démonstration. Ça illustre quelque part ce dont on va parler aujourd'hui. Quand je parle de République des imposteurs, c'est qu'on est passé effectivement d'une méritocratie à une sorte de méritocratie inversée. Quelque part, il y a une sorte de sélection, plutôt des pires que les meilleurs. En fait, tout ça, ça part d'une réflexion qu'on entend souvent à travers la presse, à travers les médias, qui est de dire on vit quand même dans un monde de plus en plus dur, de plus en plus rapide. Il peut y avoir une sorte de violence psychologique qui s'exerce à l'égard de tout le monde. Il y a toujours quelque chose qui me met mal à l'aise dans ce discours, quelque chose que je n'aime pas d'ailleurs aussi, où on parle des gagnants de la mondialisation contre les perdants de la mondialisation, de l'élite contre le peuple. En fait, je n'ai pas envie de faire ce cadeau aux gens qui sont décrits, même s'ils sont décrits de manière négative comme des élites, parce que quelque part, ça suggérerait qu'ils auraient une sorte de supériorité ou que quelque part, il y aurait un discours un petit peu génial qui serait de dire on proteste, mais on proteste tout en ayant l'air de quémander quelque chose à des gens qui seraient censément supérieurs. Et ça, ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire le malaise, il ne provient pas du fait que le monde soit plus dur, plus rapide. Ça, c'est vrai. Mais à la limite, si c'était dans un ordre dur mais juste, probablement, il serait beaucoup plus supportable. Ce qui ne va pas du tout, c'est que ça provient d'une complète autre source. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas deux
catégories de population, mais plutôt trois. Schématique, mais c'est à peu près ça. Ce n'est pas l'élite contre le peuple. Il y a, je dirais, les gens de terrain, effectivement, ceux qu'on appelle par raccourci le peuple, qui sont plutôt directement en prise directe avec la réalité, qui peuvent avoir une condition sociale modeste, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Vous avez ensuite des gens qui sont de la véritable élite, donc des gens qui sont engagés dans ce qu'ils font, qui maîtrisent leur domaine, qui sont la plupart du temps humbles, ils n'ont pas besoin d'être méprisants. Quand vous êtes véritablement bon, vous n'avez pas besoin d'être méprisant. Si vous êtes méprisant, c'est que quelque part, vous avez quelque chose justement, vous essayez de forcer l'ascendant que vous pouvez avoir sur les autres. Et il y a un marais de gens qui sont toujours un petit peu dans la communication. Vous en avez beaucoup dans les salles de presse, hein, parmi les journalistes, les médias. Bon, il y a des journalistes sérieux qui font bien leur travail et qui maîtrisent aussi leur sujet. Mais il y en a également beaucoup qui vivent quelque part de l'air du temps, de la superficialité, qui n'ont jamais véritablement rien fait de leur vie. Ce que j'avais abordé dans le précédent entretien, c'est que ce n'est pas propre au milieu de la communication. On en voit de plus en plus dans les organisations, il s'agit des entreprises ou des administrations. Je ne parle pas uniquement d'entreprises privées. C'est également vrai dans l'administration publique et c'est également vrai au plus haut sommet de l'État. On le dit tous les jours, même au plus haut sommet de l'État, quelqu'un qui n'a quelque part jamais rien fait de sa vie. Marc, ça, c'est Marc, je te coupe juste une seconde dans ton raisonnement. Pardonne-moi. Est-ce qu'il est possible, s'il te plaît, pour nos auditeurs, que tu t'exprimes un petit peu plus, avec un volume un petit peu plus fort, s'il te plaît, pour qu'on ait un bon enregistrement? Tout à fait. Parce que des fois, on a le son qui redescend et j'ai peur qu'on ait des différences de volume pour nos auditeurs qui soient désagréables. Voilà. Très bien. Désolé de cette interruption, je te laisse reprendre. Allons-y. Donc, non pas deux types de population, mais trois. Quelques exemples un petit peu emblématiques. Il n'y a pas longtemps, il y avait un débat entre le professeur Toussaint et Coralie Dubos, qui est députée LREM de l'Hérault, qui est également la compagne d'Olivier Véran. Et c'était vraiment l'illustration de quelqu'un que je rangerais dans la véritable élite versus la fausse élite. Donc, le professeur Toussaint, qui est quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet, est capable de fournir un discours argumenté, articulé. Coralie Dubos qui effleurait complètement son sujet. La question était évidemment sur les statistiques de la crise du Covid. Donc, on voyait que le professeur Toussaint expliquait que les tests PCR devaient distinguer. Là, il faut effectivement un peu approfondir le sujet. Ceux qui ont été testés positifs mais asymptomatiques, qui n'étaient pas forcément des malades déclarés, et que comme il y avait une confusion générale dans ces statistiques de tests où on mélangeait allègrement le nombre de gens qui avaient été testés, ceux qui étaient positifs asymptomatiques, ceux qui avaient déjà des symptômes qui étaient déclarés et après ceux qui auraient relevé d'une médicalisation, ça empêchait toute politique un peu ciblée. Donc on est arrivé au traitement catastrophique qu'on connaît actuellement, de masse, complètement idiot, où on a imposé un confinement qui est en train de ruiner l'économie. Coralie Dubos au début protestait en disant mais c'est les chiffres, et le professeur Toussaint lui montrait justement à partir des chiffres officiels, pas ces chiffres, mais si on savait les lire et les interpréter, si on avait vraiment une expérience et une maîtrise, on était capable de faire la part des choses et d'imaginer des actions plus intelligentes. Donc ça, c'est vraiment l'illustration de quelqu'un qui s'est investi pendant des années dans un véritable métier et vis-à-vis de quelqu'un qui n'a vécu que de communication et d'entre-gens un peu médiatiques. Autre exemple, il y a eu une passe d'armes assez célèbre entre Carlos Tavares, donc le patron de PSA, et la Commission européenne sur le calendrier du passage aux véhicules électriques. Donc le véhicule électrique, ça peut être quelque chose de très bien, mais l'Europe, lui, a imposé un calendrier complètement délirant qui économiquement est assez catastrophique. Si vous regardez le bilan écologique du véhicule électrique, on n'est pas prêt aujourd'hui à avoir un parc automobile de masse de véhicules électrifiés, à la fois pour des questions de bornes de recharge, d'autonomie, de recyclage des batteries. Donc tout ça, ce sont des choses que Carlos Tavares maîtrisait parfaitement. En face, on avait des responsables de la Commission européenne qui débitaient des généralités sur l'avenir de la planète et qui pouvaient arriver au résultat exactement contraire, donc à des choses catastrophiques sur le plan écologique. Il aurait fallu, si on s'était adressé à de vrais experts, des gens engagés dans ce qu'ils faisaient, définir un calendrier réaliste de passage et de transition, nullement l'imposer aux industriels. Troisième exemple que j'aime bien citer,
Il y a de cela à peu près 2 ans, donc à peu près 2 ans, donc Bercy envisageait de faire tout un tas de taxes, de créer un certain nombre de taxes sur l'environnement. Et il y a des experts de l'INSEE qui leur avaient dit, mais faites très attention, si vous faites ça, il y a toute une frange de la population qui est déjà à la limite de la précarité, qui sont des indépendants ou des gens qui ont des petits employés, qui sont vraiment toujours juste le nez au-dessus de la ligne de flottaison. Si vous commencez à rajouter une taxe supplémentaire, ils vont couler, ils vont passer en dessous de la ligne de précarité. Donc Bercy répond royalement, oui, je ne suis absolument pas d'accord avec votre calcul parce qu'il est sur une assiette, notamment, bon, c'était des règles évidemment sur les véhicules, sur le renouvellement des voitures. Il y en a tout un tas qui vont passer justement à des voitures non polluantes. Et donc, vous faites un calcul sur une assiette de personnes qui utilisent l'essence ou du diesel qui ne s'avérera plus du tout vrai. Ça, évidemment, c'est une généralité. Dans l'absolu, il aurait fallu faire un calcul rigoureux, il aurait fallu calculer ce qu'on appelle une d'économie pour percevoir que ces gens-là, ils n'allaient pas acheter un véhicule électrique de sitôt. Et puis souvent, c'est des gens qui habitaient à la campagne ou dans des petites villes où rouler en Zoé, c'est tout de même pas évident aujourd'hui dans les conditions d'autonomie que l'on connaît. 1 an plus tard, ça donnait la crise des Gilets jaunes. Donc à la stupéfaction, évidemment, de l'exécutif, alors qu'il suffisait d'écouter des gens qui étaient engagés dans la véritable analyse économique pour ce faire. Donc on a vraiment un clivage entre une fausse élite et une vraie élite. C'est pour ça que quand quelqu'un me parle de l'élite contre le peuple, je dis, mais de quelle élite vous parlez? Encore un ami Facebook il n'y a pas longtemps qui m'avait posté en disant il faut arrêter d'appeler ces gens-là des élites, ce sont de vulgaires opportunistes qui ne sauraient même pas tenir une épicerie. C'est bien ça le problème, c'est que nous avons effectivement des gens qui usurpent leurs fonctions, qui, quelque part, réussissent à obtenir des postes effectivement de décision, des postes plutôt haut placés, mais uniquement par de l'entre-gens mondain et par de la communication. Bon, sur des mécanismes, on va bientôt y revenir, mais dont j'ai parlé à l'entretien précédent. De la présence, la surprésence des différents éditorialistes dans les médias, par exemple, hein, pour le débat face au professeur Toussaint dont tu parlais, c'est vrai qu'une personne, citons par exemple Christophe Barbier, qui va se définir comme appartenant à l'élite, sera capable d'écrire un livre sur un auteur français, qu'il a écrit sur Sacha Guitry il n'y a pas longtemps, sera capable de jouer dans un film, un téléfilm, là, il a joué dans un téléfilm sur Charles de Gaulle il y a peu de temps, où il campait le rôle en plus de… il campait, tiens, je ne sais plus quel ministre il jouait, enfin bref, peu importe. Il campait Je ne saurais pas te dire, effectivement, voilà. Parce que c'est vrai que les productions de Christophe Barbier, c'est un très bon exemple de quelqu'un qui n'a jamais rien fait d'authentique de sa vie. Ouais, non, mais en fait, il jouait si mal que j'en ai oublié Malraux. Voilà, il jouait Malraux. Oh là 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 là. Voilà, Malraux ne méritait pas d'être incarné par Christophe Barbier quelques décennies après sa mort. Et puis, Barbier, entre-temps, s'exprime sur BFM, sur quantité de médias, à propos de la politique du gouvernement et de ce qu'il serait convenable de faire pour contrer la crise sanitaire. Et voilà. Donc, évidemment, quel que soit, quand il ne rappe pas sur le plateau de BFM également, quelle que soit finalement l'activité dans laquelle il se lance, il le fait avec beaucoup de médiocrité et en aucun cas on a la sensation qu'il appartienne à l'élite. Et pourtant, lui va se dire appartenant à l'élite. Donc, j'ai pensé tout le long de ton développement à Christophe Barbier. C'était assez désagréable d'avoir Christophe Barbier à l'esprit pendant 5 minutes. Je ne te remercie pas, Marc. J'aime bien faire des exemples frappants. Je suis content que ça t'ait chatouillé, plus que chatouillé quelque part. Bon, par contre, tu nous dis que c'est des imposteurs, d'accord. Mais finalement, là, on parlait par exemple, dans le cas des médias, on sait on a des imposteurs médiatiques qui sont à la télévision. On peut éteindre la télévision, s'informer de nous-mêmes sur d'autres sources et finalement continuer notre chemin à nous-mêmes. Les imposteurs qu'on va être capable de croiser dans le milieu professionnel, dans le milieu politique, rien ne nous oblige à tenir compte de leur avis, rien ne nous oblige à tenir compte de leur présence. On peut très bien se préserver de cette médiocrité et poursuivre notre chemin, encore une fois. Pourquoi leur présence est donc si horripilante et si difficile à supporter? Alors, si ça n'était que l'exemple de Christophe Barbier, c'est vrai que ce serait un moindre mal. Un personnage un peu ridicule sur lequel il suffit de tourner le bouton. On pourrait se dire on peut simplement les ignorer, passer notre chemin.
c'est uniquement du bruit. Et c'est vrai que c'est la plupart du temps le cas dans les médias. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est quand ce sont des personnes qui ont de réels pouvoirs de décision, et c'est le cas aujourd'hui. Il y a une époque, j'étais obligé un petit peu de démontrer qu'on vivait en médiocratie. La médiocratie, c'est le titre d'un livre d'Alain Dedot, qui est un philosophe qui a analysé la situation que je décris. C'est pas nouveau, hein. Il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à s'alarmer du fait que de plus en plus, dans les postes clés, les postes au levier de décision, on avait de plus en plus des imposteurs, des pervers narcissiques. Il y a même des revues très sérieuses en management qui ont essayé d'expliquer pourquoi. Actuellement, j'ai même plus besoin d'en faire la démonstration, il suffit de constater. Vous regardez aujourd'hui l'exécutif, si vous regardez, les gens ont la mémoire courte, mais la liste des affaires de la Macronie, on a eu quoi? On a eu Bayrou, Ferrand, Pénicaud, El Guerab, Belloubet, Benalla, Legendre, De Rugy, Castaner, Soler et même Blanquer, qu'on aurait pu imaginer un petit peu au-dessus de ça, qui vient se rajouter à la liste. Donc, Ouais, puis tu oublies encore, tu es gentil, tu oublies Delevoye, tu oublies Nicolas Sarkozy qui est en conseil de Macron, tu oublies leur nouvelle recrue, là, Thierry Solaire. Voilà. voilà, alors Soler, c'est le pompon. Soler, là, Ah, effectivement, Solaire, c'est du bon, je crois qu'ils quoi. se sont surpassés. Ouais. Donc, effectivement, il est même plus, c'est un constat, il y a une médiocrité générale. Ce qui est grave, c'est qu'effectivement, tant que ça reste du bruit médiatique, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où ce sont des gens qui prennent des décisions et des décisions qui ont un impact sur nos vies, là, il faut quand même malheureusement s'intéresser au phénomène. En fait, on est arrivé dans un système méritocratique inversé où, quelque part, ça permet à ce que l'humanité a de pire d'accéder aux postes de décision et de commandement. Bon, ça a toujours existé, hein, vous avez toujours eu dans les hautes sphères une certaine proportion de gens qui méritaient d'être là et d'autres qui ne le méritaient pas. C'est vivable quand la proportion est 70-30%, si on est réaliste. Quand vous avez 95% des personnes qui sont au poste clé et qui finalement n'ont jamais rien fait d'authentique et sont là uniquement par de l'entre-gens, ça c'est grave. Alors je vais vous raconter une petite histoire, tu sais que j'aime bien les petites anecdotes, et donc il y a une expérience scientifique qui a été menée par un chercheur en biologie et en éthologie, donc le comportement animal, qui s'appelle Didier Dessort. C'est l'expérience dite des rats plongeurs. Ça date, hein, je crois que de mémoire, c'est des années 80 ou 70, enfin, ça fait très longtemps que ça a été mené. C'est une expérience qui a fait couler beaucoup d'encre. Le principe est le suivant, vous avez une population de rats, qui est sur un plateau, et puis sur l'autre plateau, il y a la nourriture. Et puis, on met des obstacles compliqués pour aller atteindre la nourriture. Donc, notamment, c'est pour ça que c'est l'expérience des rats plongeurs. Des tunnels où il faut aller passer, des obstacles assez compliqués à franchir pour accéder à la nourriture du plateau et la ramener sur le plateau où il y a le lieu de vie. Et on observe une séparation en trois de la population des rats. Il y a une première partie de la population, donc ce sont les producteurs, donc ce sont des rats qui sont tout à fait agiles dans l'exécution pratique, qui savent passer les obstacles, qui savent plonger, qui savent faire tout ça, ramasser les graines, et ils la ramènent. Mais ils sont victimes d'une deuxième population qui ne va pas s'embêter, qui va les attendre à la sortie et qui va se livrer à un véritable racket. Ils ont trouvé que c'était très astucieux de s'organiser une sorte de mafia et que finalement, c'était finalement plus bénéfique et plus facile d'aller racketter ceux qui avaient fait le boulot. Et ce qui est malheureux, c'est que ça marche, c'est-à-dire que sous la menace et en se mettant finalement à plusieurs sur le pauvre qui vient de sortir, eh bien, la deuxième population obtient la plupart des graines. Et puis, il y a une troisième population, ce sont des rats qui non seulement savent franchir les obstacles, ils savent très très bien se débrouiller, mais ils ne se laissent pas faire. C'est-à-dire que sortir, donc ce sont plutôt des indépendants. Et eux, ils arrivent finalement à faire comprendre à la mafia du deuxième groupe qu'ils ne vont pas se laisser faire et que ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, donc ça, c'est une expérience qui est très très riche d'enseignement. Évidemment, c'est toujours délicat de calquer de l'éthologie du comportement animal sur l'humain. N'empêche que ça fonctionne assez bien et c'est bien un petit peu le fondement du problème. J'avais dans la première conférence exposé une stratégie qu'on rencontre dans toutes les organisations, privées comme publiques, où vous avez des équipes qui sont très engagées sur un projet, qui le mènent à bien. Et puis un petit peu juste avant la fin, vous avez des gens qui sont des spécialistes de la communication qui viennent leur pourrir la vie, ça s'appelle la stratégie du charognard, de façon à vraiment les faire passer, les discriminer et puis de pouvoir se faire approprier le projet
en prétendant que celui-ci est au bord de la catastrophe. Donc, bon, c'est évidemment une usurpation de l'équipe qui a mené le projet à bien. Il y a des tas de gens qui se sont aperçus que c'était une stratégie qui finalement pouvait s'avérer payante. Il y a certaines organisations qui sont quasiment entièrement fondées là-dessus. Et le drame de notre monde moderne, c'est qu'on est plutôt passé dans ce mode-là, c'est-à-dire que la stratégie consistant à s'approprier le mérite d'autrui et le mérite de personnes qui sont bien meilleures que vous est une stratégie plutôt gagnante. Elle peut mener effectivement à beaucoup de choses. Il y a donc, comme je le mentionnais, des revues qui se sont inquiétées parce que ça correspond à un certain nombre de psychologies, ce sont les pervers narcissiques qui adoptent la stratégie de deuxième catégorie. Donc vous avez, il y a un livre qui est paru il y a assez longtemps qui s'appelait Snake in Suits, un livre anglais, et donc des revues en management qui ont commencé à dire qu'il faut faire attention, les profils de ceux qui arrivent au poste de direction, ce sont de plus en plus des gens qui ont perverti le système de la méritocratie. Tu fais un lien clair entre le pervers narcissique, tu disais tout à l'heure, et l'imposteur. Pour toi, c'est les deux mêmes? Oui, d'ailleurs, bon, il y a des psychologues. Ce que je dis, il y a une conférence sur France Culture qui s'appelle aussi La fabrique des imposteurs. Le profil psychologique est identique. Donc, les personnes qui peuvent avoir l'idée de s'approprier le mérite d'autrui et un travail authentique qui a été fait, il faut avoir effectivement un esprit relativement tordu et il faut avoir une certaine capacité, un certain génie, c'est le seul qu'on peut leur reconnaître, dans une communication intimidante, quelque chose qui effectivement peut marcher sur certaines personnes. Dans la comparaison qui est faite avec les rats plongeurs, donc évidemment, la première catégorie serait plutôt ce qu'on appelle le peuple, des gens qui font fonctionner la boutique, qui la font tourner, ceux quelque part qui font le véritable travail. La deuxième, la fausse élite. Et la troisième, ce sont des gens qui, quelque part, sont aussi sur le terrain. Si vous voulez être une véritable élite, il faut aussi avoir le retour du réel, vous investir sur le réel. Et la plupart du temps, ils rejoignent assez souvent les conclusions du peuple. Ils arrivent finalement ce que le peuple obtient par l'observation. Et l'observation directe, c'est souvent confirmé par une élite qui a fait l'effort, effectivement, peut-être de conceptualiser ce qui s'est passé, mais qui a une grille de lecture qui rejoint la réalité et qui rejoint l'observation directe. Et entre-temps, il y a effectivement ceux qui sont des producteurs essentiellement de discours. Il y a un autre ouvrage auquel je me réfère beaucoup dans le Tao de l'économie, c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est Roberto Saviano, celui qui a décrit très très bien ce qu'était la mafia. C'est Marc, on t'entend un tout petit peu moins bien. Tu disais? Oui, Roberto Saviano, donc le célèbre auteur de Gomorrah. Cet ouvrage qui décrit extrêmement bien la mafia, bon, tellement bien que ça vient du fait que Saviano lui-même était issu de ce milieu. Il a fait un travail considérable, que son père était un mafieux, c'était un personnage abominable et il a réussi à s'extraire de ces systèmes par lui-même. Il faut une force morale énorme. Et c'est pour ça que son œuvre a eu autant de succès. Il y a eu une quantité de livres sur la mafia. En revanche, il y en a eu très peu qui, comme lui, était capable d'en décortiquer tous les ressorts parce qu'il en était issu, et aussi à les désacraliser. Donc, de même qu'il faut désacraliser complètement le discours de ceux qui estiment être l'élite ou les gagnants de la mondialisation, de même Saviano, et c'est pour ça qu'on lui en a beaucoup voulu, montre que les mafieux étaient des gens plutôt minables, des gens qui finalement vivaient d'expédients assez lamentables, alors qu'il y a tout un faux héroïsme, une fausse image romantique qui peut être cultivée là-dessus. Bon, idem, effectivement, ceux qui se décrivent comme les gagnants de la mondialisation ou cette élite superficielle a tout un discours un petit peu intimidant, destiné à faire croire qu'ils posséderaient une connaissance. Évidemment, dès qu'ils sont mis en face de quelqu'un qui possède et qui maîtrise un véritable sujet, là, généralement, ça se passe très mal pour eux. Donc, c'est le règne des communicants. Oui, mais alors justement, ton expérience des rats plongeurs tend à nous laisser penser que ce phénomène de mafia, de regroupement de personnalités médiocres qui vont profiter du travail des autres est un phénomène naturel auquel on ne pourrait pas échapper dans un premier temps. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Et puis deuxièmement, par rapport au développement que tu mets en place depuis tout à l'heure,
Tu nous dis que les imposteurs arrivent au poste de pouvoir et qu'ils prennent des décisions à notre place et que finalement, dans chacun des aspects de notre vie, on les retrouve, que ce soit pour nous dans le cadre privé, puisque tu sais que la multiplication des pervers narcissiques, pour revenir à eux, dans le cadre de la vie de couple, actuellement, on n'entend parler que de ça, qui plus est dans toutes les revues féminines notamment. Dans l'entreprise, tu t'inquiétais du profil des managers qui arrivent. Dans les médias, on en parlait tout à l'heure, les éditorialistes n'ont aucune connaissance et pourtant ils font la pluie et le beau temps. Et effectivement, à la tête de l'État, on a également quelques imposteurs. Moi, ce qui m'interroge, c'est que dans chacune de ces sphères, finalement, ce devraient être les plus qualifiés, les plus compétents, les plus intelligents. Enfin, pas les plus intelligents, parce que l'imposteur en lui-même est intelligent, mais les plus compétents, du moins, qui devraient arriver au poste de pouvoir. Encore plus à la tête de l'État français. Donc, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Comment se fait-il que nous soyons passés de, reprenons le cas tout à l'heure, de Georges Pompidou, du général de Gaulle, de tous les présidents de la République qui ont précédé le général, à aujourd'hui Macron, Nicolas Sarkozy et Sarkozy, Solaire. François Voilà. Hollande et Emmanuel Macron. C'est, je pense, ce passage-là, comment dire, l'illustration même de ce que tu dénonces. Comment est-ce possible qu'on ait une telle inversion des valeurs? Alors, il y a un mécanisme et je vais pouvoir répondre d'ailleurs, puisqu'il y a deux questions finalement dans ton interrogation. À la fois, on se dit, mais comment est-ce possible, surtout dans l'entreprise privée où à la limite, quelque part, la concurrence devrait faire le ménage. Donc, on devrait normalement, on ne peut pas se permettre Oui, mais de alors, jouer à des jeux. Voilà. dans l'entreprise Dis-moi. privée, il y a peut-être un phénomène que tu vas évoquer après, mais j'ai la sensation que quand le médiocre arrive à un poste de décision, il a tout de suite le réflexe de s'entourer de personnes encore plus médiocres pour s'assurer de conserver le poste et de ne pas être dérangé par le jeu de la concurrence. Ce qui est le Voilà. contraire. Le Oui, type voilà. intelligent recrute des gens qui sont meilleurs que lui en dessous pour le faire progresser et monter en compétences. Le médiocre, lui, s'assure de rester en place en prenant des nuls, quoi. Alors, tu anticipes effectivement, ce qui n'empêche pas que reste l'interrogation, mais comment une entreprise qui est censée faire du bénéfice et rendre des comptes peut tout de même survivre en se permettant ce genre de choses. Je vais montrer pourquoi c'est possible, même dans le cas effectivement d'une entreprise qui est soumise à la concurrence. On va faire un petit détour, c'est pour ça que je t'ai demandé un entretien un petit peu long. Je pense que ça intéressera tous les auditeurs parce que c'est pareil, tout le monde est dans le monde du travail, que ce soit dans le privé ou dans le public. Par un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michel Crozier. Michel Crozier est un sociologue. Son principal ouvrage, il en a écrit beaucoup, mais son principal ouvrage s'appelle L'acteur et le système. Et il a décrit des choses qui sont extrêmement vraies, qui permettent de très bien comprendre les ressorts d'une organisation, les ressorts du monde de l'entreprise, de ne pas se faire avoir justement par le monde du travail. Il a d'abord dit une chose qui est très vraie, c'est que dans toutes les entreprises, ou les entreprises publiques aussi, les organisations publiques, vous avez une charte, vous avez des règles, vous avez tout un tas de choses qui sont annoncées explicitement, qui sont censées refléter leurs valeurs, leur âme, etc. En fait, c'est jamais le cas. Et c'est jamais le cas et c'est inévitable, parce qu'il est dans la nature humaine, et quelque part, Dieu merci, de toujours essayer de pervertir les règles qui nous sont imposées. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on cherche à se différencier. Nous ne sommes pas des rouages, nous ne sommes pas des roues dentées dans une mécanique. On va chercher tout de même à faire valoir ce que l'on peut faire de mieux. On va chercher à se différencier et on va du coup se glisser toujours. L'être humain, c'est lié à son libre arbitre, va se glisser dans toutes les interstices qui existent entre les règles. Vous pouvez faire cette observation dans n'importe quelle organisation. La force de Crozier, d'ailleurs, c'est qu'il a montré que même dans des organisations extrêmement contraignantes, par exemple des caissières qui sont alignées en rang d'oignon, ou bien des ouvriers à la chaîne, il y a toujours des marges de manœuvre, il y a toujours des jeux possibles où vous pouvez commencer à avoir des jeux humains, des jeux où vous négociez des choses, où vous essayez quelque part d'obtenir un avantage ou un autre. Ça peut mener au meilleur comme au pire, mais c'est inévitable. Et quelque part, c'est de toute façon un effet inévitable de notre libre arbitre. Sinon, nous ne serions pas libres. Nous serions simplement des mécaniques destinées à appliquer des règles. Donc ça, c'est une première chose. Il va y avoir du coup des jeux qui vont s'en suivre. Il est impossible d'éviter les jeux humains dans une organisation, une entreprise. C'est pour ça que par rapport à ta question, où on a l'impression que le règne de la médiocratie est quelque chose d'inévitable, je dis c'est pas inévitable, on peut l'éviter, mais c'est un travers très lourd. C'est une pente atavique très très lourde.
contre laquelle il est possible de se battre, mais il faut savoir que c'est un attracteur, une espèce de gouttière, de dévers permanent, contre lequel il faut lutter systématiquement. Et comprendre d'ailleurs l'économie, c'est comprendre le fait qu'il y ait cet attracteur, qu'il y ait ce dévers. Les jeux d'acteurs, Michel Crozier nous dit déjà, chacun a des leviers. On a 4 leviers principaux, en gros, au sein d'une organisation. Il y a notre compétence propre. Il y a, quand on a un pouvoir hiérarchique, le pouvoir qu'on peut exercer. Là, il s'agit du pouvoir institutionnel. Le troisième, c'est un accès privilégié à l'information. On appartient à un groupe, une entité, un département au sein de l'organisation qui possède des informations que tout le monde ne possède pas. Après, on va éventuellement jouer sur le fait qu'on va les délivrer ou non. Et enfin, il y a des accès à des acteurs qui sont extérieurs à l'organisation ou l'entreprise. Donc, ça va être des partenaires, des contractants, ça va être tout un tas d'autres entités qui peuvent se retrouver dans le service public ou l'entreprise. C'est aussi bien vos fournisseurs que vos clients, que vos partenaires. Toute personne va jouer sur ces 4 leviers. À partir de là, il va s'en suivre des sortes de jeux. Et il y en a un peu de 2 catégories, c'est-à-dire que vous avez des jeux qui vont quand même, tout en essayant de pousser son avantage, préserver le mérite de chacun, c'est-à-dire préserver le fait que un tel ou un tel est véritablement à l'origine d'une réalisation. On ne va pas chercher effectivement à le lui dénier. Et d'autres qui vont adopter donc les stratégies que je décris, qui sont plutôt de dérober le mérite des autres. Ça peut se modéliser. Je te fournirai un lien pour l'ensemble des auditeurs. C'est ce qu'on appelle de la théorie des jeux, à partir d'un cas d'école qui est très connu en sociologie, qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier, c'est une situation, ça arrive très très souvent dans la vie de tous les jours, où vous avez le choix entre 2 personnes ou entre plusieurs personnes, entre coopérer ou trahir. Donc, soit on choisit d'être sympa avec l'autre et de coopérer, soit on ne va pas coopérer, on va faire de la rétention d'informations, bloquer certaines choses, etc. Alors attention, ça ne veut pas dire que la coopération c'est le bien et la trahison c'est le mal. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parfois, il faut trahir quand déjà la personne en face de vous a trahi, celui qui n'a pas coopéré. Si vous continuez de coopérer avec lui, vous faites quelque part avoir. Donc, il est quelque part plus éthique de lui répondre par une non-coopération. Et puis la coopération, ça peut être le cheval de Troie aussi ensuite, en ayant une stratégie souriante de trahison future. Donc, c'est pas ça qui va déterminer la nature éthique d'un comportement. Donc, le dilemme du prisonnier, dans la situation idéale, vous avez 2 personnes et puis ils sont face à un dilemme, justement. Ils vont devoir se dénoncer ou pas. Donc, s'ils se dénoncent tous les 2, ils vont avoir une pénalité, ils vont aller tous les 2, ils vont être punis, ils vont aller en prison. On va avoir un score, mettons, de -2, chacun, tous les 2. Et si jamais ils ne se dénoncent pas tous les 2, donc ils décident de coopérer entre eux et de se préserver l'un et l'autre, là, il y aura un bénéfice, ce sera gagnant-gagnant, ils vont tous les 2 gagner, ils auront plus de chacun, ils auront un certain gain. Et puis, s'il y en a un qui trahit et l'autre qui coopère, c'est celui qui coopère qui s'en prend plein la gueule. Là, il va avoir une très grosse décote, il va toucher -4. Et celui qui l'a dénoncé, il aura un petit gain, il aura +1. Et pareil, donc dans un sens ou dans l'autre. Alors ça, c'est terrible parce qu'en fait, rationnellement, on se dit que les gens auraient intérêt à coopérer tous les 2, parce que s'ils se trahissent tous les 2, boum, ils vont être tous les 2 punis. S'ils coopèrent tous les 2, ils auront tous les 2 une récompense. Mais comme ils se disent, oulala, si je coopère, mais que l'autre s'amuse à me trahir, moi, je vais en prendre plein la tête et lui va s'en sortir. Donc ça, ce sont des situations très courantes. Il y en a une, je pense que tout le monde l'a vécu, quand il faut annoncer qu'il y a du retard ou qu'il y a un problème sur un projet, il faut jamais être le premier qui l'annonce. Donc vous avez 3 départements, 5 organisations qui se regardent en chien de faïence et ça va être le premier qui craque et qui finit par annoncer qu'il y a un problème. Et comme personne ne veut le faire, on finit par aggraver la situation, aboutir à une situation justement qui n'est plus dénouable à cause de ça. Donc vous voyez qu'il y a des jeux, des sortes d'engrenages dans lesquels l'être humain peut se retrouver piégé, qui structurellement vous poussent
à avoir un comportement vicié. Pour compliquer les choses, le dilemme du prisonnier, c'est ce qui se passe sur un coup, évidemment, s'il y a plus de 2 acteurs, il y en a plein. Et il y a ensuite quelque chose qu'on appelle le dilemme du prisonnier itéré, c'est-à-dire qu'on commence, on fait une fois, puis on garde en mémoire ce qu'a fait la personne. Ah, il m'a trahi. Donc, bon, bah, moi, je vais lui rendre l'appareil. Ou bien, non, bon, je vais quand même être sympa encore, je vais essayer une fois encore. Ou alors, bon, puisqu'il a fait ça, je ne veux plus en entendre parler, je vais tout le temps le trahir, quoi qu'il fasse auparavant. Donc, il y a des modèles qui peuvent être simulés comme ça avec des tas de populations. Vous avez une faune avec des gens qui trahissent tout le temps, ceux qui sont tout le temps sympas, ceux qui disent bon, je coopère par défaut, mais si on me trahit, attention, je vais trahir 2 fois, et puis après, il faudra regagner ma confiance très difficilement. On s'aperçoit qu'il y a une stratégie qui est quand même souvent gagnante, qui s'appelle le tit for tat. Donc, c'est je coopère par défaut, mais la première fois qu'on me trahit, hop, je réponds tout de suite par une trahison. Donc, je ne me laisse pas faire et je réponds au coup pour coup. Ça, dans justement une simulation où on va faire des itérations, 100 fois, 200 fois, 500 fois, dans beaucoup de cas, c'est la stratégie du tit for tat. Ça, on pourrait se dire, c'est bien, ça veut dire que les gens, justement, ils sont assertifs en psychologie, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas faire, donc ils sont plutôt bienveillants par défaut, mais qui néanmoins ne se laissent pas marcher sur les pieds, c'est finalement eux qui vont l'emporter. Le drame, c'est que dans ces engrenages qui sont décrits, ce n'est pas toujours le cas. D'abord, ça va dépendre beaucoup de la population qui est au départ. Donc, le mélange de ceux qui sont plutôt tout le temps sympathiques, ceux qui sont assertifs, qui ne vont pas se laisser faire même s'ils sont bienveillants, de ceux qui auront plutôt des comportements de trahison systématique. Et selon le cas, ben en fait, c'est indécidable. Ça dépend aussi du nombre de coups sur lequel on joue. Il peut y avoir des gens qui l'emportent ou pas. Et puis pour compliquer encore un petit peu le jeu, on rajoute des phénomènes de contagion, c'est-à-dire que les autres observent les stratégies qui sont gagnantes et puis se convertissent, se tournent. Donc si on s'aperçoit que finalement un comportement de salaud, c'est plutôt payant, il y a de plus en plus de gens qui vont être convertis à cela. Donc, bon, ça reste une modélisation mathématique et il faut toujours en voir les limites. Ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas le libre arbitre humain. Rosier fait toujours une mise en garde en disant attention, tous les modèles que vous pouvez mettre en œuvre ne rendront jamais compte de la complexité humaine. C'est vrai, et c'est tout son propos, c'est la confrontation de l'être humain avec toute sa complexité et sa richesse intérieure, avec le système tel qu'il émerge, il est par une sorte d'organisation spontanée, il y a des règles qui émergent. Et ces règles-là, ce sont les vraies règles de l'entreprise. En fait, les vraies valeurs d'une entreprise, c'est qu'est-ce qu'elle valorise. Est-ce qu'elle valorise plutôt les gens qui sont méritants ou est-ce qu'elle valorise plutôt les gens qui ont tendance à gagner des échelons par l'usurpation. Donc, il faut être conscient de ça puisque ça, vous l'avez sans doute très souvent rencontré dans le monde du travail. Vous avez des gens, même à très haut niveau, qui jouent des jeux dignes de la cour maternelle. Histoire de j'annonce un problème sur un projet au dernier moment. Vous avez des gens qui peuvent être très diplômés, très intelligents, mais qui jouent à des jeux absolument lamentables. Quand vous allez les voir individuellement, ça peut être des gens très intelligents, très sensibles et qui vous disent oui, oui, c'est tout à fait regrettable. Mais bon, si je ne le fais pas, c'est l'autre qui va le faire. Et donc, on se retrouve effectivement pris dans ces engrenages de règles qui ne sont pas aussi compliqués que l'être humain et qui peuvent être très complexes. L'acteur et le système. Il faut être conscient de ces interactions. Ça peut donc mener à des sortes d'équilibres. Donc, il y a des équilibres qui sont plutôt des cercles vertueux, d'autres des cercles vicieux. Vous comprenez que c'est le jeu, effectivement, des acteurs. Nos sociétés libérales, évidemment, poussent à ce que ces jeux soient révélés, parce qu'en fait, ils sont issus de l'organisation spontanée entre êtres humains. Et on va voir émerger, par les forces de marché, ce genre de choses. Donc, comme vous le savez, je suis plutôt défenseur de l'économie de marché, je me définis même comme libéral. En revanche, ça montre très bien de ces enseignements, c'est que le marché n'a pas toujours raison. Ça, ce sont des libéraux religieux qui croient. Oui, ça faisait partie des défauts que tu avais pointés lors de notre premier entretien. Et effectivement. Absolument. Effectivement. Donc, les auditeurs, vous pouvez y aller, vous référez au premier entretien. Ces défauts ont été creusés à ce moment-là. Mais bon, c'est vrai que ce que tu dis est intéressant.
Tiens, un petit conseil pratique pour nos auditeurs, là, celui qui est coincé entre deux niveaux hiérarchiques, c'est qui occupe peut-être déjà un bullshit job d'ailleurs et qui pourrait s'en extraire en grattant encore un ou deux niveaux hiérarchiques. Et a-t-il intérêt dans la réalité que tu décris, a-t-il plutôt intérêt à trahir ou a-t-il plutôt intérêt à coopérer? Parce que je me doute bien que tu es sur une ligne qui est plus morale, qui est plus acceptable qu'est la ligne de la coopération en soi et que tu souhaiterais que les gens coopèrent. Mais effectivement, la triste réalité que tu nous décris serait presque encourageante pour chacun d'entre nous pour trahir finalement dans ces entreprises-là. Et j'insiste, c'est plus compliqué que la trahison et le mal et la coopération et le bien, puisqu'il faut aussi savoir ne pas coopérer ou jouer un peu au con quand on l'a fait avec vous-même. Il n'y a rien de pire finalement qu'une stratégie où on est sans arrêt bienveillant. Il faut être assertif, hein, c'est quelque chose qu'on enseigne en psychologie. Mais néanmoins, ça ne préserve pas, notamment par des phénomènes de contagion qu'il peut y avoir des équilibres locaux. Donc, l'économie, c'est pour ça que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Dans mon livre, je parle de l'océan des jeux. C'est un immense océan parce que les jeux d'acteurs avec des millions de personnes, avec, c'est d'énumérer, un catalogue de stratégies très complexes possibles, ça peut mener à des choses effectivement qui convergent vers des équilibres non souhaitables. Donc, l'économie de marché n'est pas efficiente à tout coup. Le marché n'a pas toujours raison. Si je défends l'économie de marché, c'est qu'en fait, rien n'égale la puissance de ce système d'organisation spontanée. Notamment, il est toujours plus puissant, plus fort que le planisme, que les organisations planifiées, parce que justement, il va utiliser toutes les ressources disponibles, donc il aura une puissance inégalable. Par contre, il peut mener à des choses absolument désastreuses. Et donc, le dévers, une des pentes ataviques, et il faut la connaître, du capitalisme, ça peut être la mafia. C'est-à-dire la mafia, c'est une organisation très tentante et un équilibre d'ailleurs extrêmement puissant et horriblement stable, où quelque part, ce sont des gens qui ont fait profession d'usurper et d'extorquer le bien de gens qui sont plus compétents qu'eux. Ça, c'est quelque chose qui est très bien montré dans Roberto Saviano. C'est pour ça que Roberto Saviano, ce sont des livres qui vont bien au-delà de la description de la mafia. En fait, il montre très bien que ce sont des mécanismes, et des mécanismes psychologiques et des mécanismes de jeu humain qui sont applicables partout et qui s'appliquent de plus en plus. Donc, nous serions coincés dans une sorte d'équilibre pervers aujourd'hui, dont il est très difficile de sortir. Et ce qu'on apprend, c'est que quand on est coincé dans ces sortes de puits, eh bien, on ne peut pas s'en sortir justement par la simple organisation spontanée. Il faut une sorte d'impulsion pour pouvoir rechanger le jeu, rechanger les règles du jeu. Justement, tu parles de jeu. Tiens, l'entrepreneur, on va reprendre le concept de Nassim Nicolas Taleb, qui est cher à Stanislas Berton, avec lequel on s'est entretenu et on renvoie, qu'on salue d'ailleurs, hein, Stanislas, talent lorrain s'il en est. Stanislas utilise beaucoup le concept de Taleb, donc qui est de skin in the game et à jouer sa peau. Il me semble que dans l'économie de marché actuelle, l'entrepreneur joue en sa peau, justement, a tout intérêt à montrer un maximum de dynamisme et un maximum de compétences, à échapper à la tentation de la médiocrité et de l'imposture pour réussir. Penses-tu que ma description soit juste déjà du profil de l'entrepreneur, soit pas trop valorisante quand même, et que justement ce type de profil puisse aller à l'encontre de la réalité que tu décris? Alors, l'entrepreneur, le véritable, peut être effectivement une clé de sortie. Maintenant, tout le monde n'est pas entrepreneur, donc ça ne peut pas être une politique que l'on prône à l'ensemble de la population. Aujourd'hui, les véritables entrepreneurs, ceux qui sont indépendants et qui se rendent utiles, ils ont plutôt la vie extrêmement dure, hein. D'abord, bon, ça, c'est un aspect évidemment que je défends parce que nous sommes aussi victimes d'une bureaucratie et d'une technocratie d'État. On n'est pas uniquement victime d'un effet pervers de l'économie de marché, ça c'est un reproche que j'adresse à certains souverainistes qui voient dans le marché le diable. Il y a aussi un mode étatiste perverti au sein de la société française, avec des responsables publics qui finalement ne défendent absolument plus l'intérêt public et certainement plus l'intérêt des indépendants, qui défendent essentiellement un intérêt de caste, plus du tout au service du bien commun. Donc, c'est la raison pour laquelle l'entrepreneur a la vie dure. Après, évidemment, l'entrepreneur est quelqu'un qui peut tirer l'économie vers le haut et l'ensemble de l'organisation humaine vers le haut.
J'aime bien Schumpeter, mais pas au point de considérer que c'est la seule personne qui compte. C'est un petit peu le biais de Schumpeter qui dit, en gros, ce sont les entrepreneurs qui font tout, ce sont eux qui, quelque part, Est-ce que tu peux sortent de répéter, l'économie, Marc? c'est quelque chose de Est-ce que plus tu peux global. répéter, s'il Oui, te plaît, un problème de son, là, quelques secondes? oui. Donc, je disais, on ne peut pas baser une politique, fonder une politique uniquement sur les entrepreneurs. J'aime bien Joseph Schumpeter, mais pas au point de considérer que l'entrepreneur, c'est celui qui fait tout. C'est celui qui va apporter uniquement de la valeur en économie. Vous avez des tas de gens qui n'ont pas vocation à être entrepreneurs, mais qui font des choses extrêmement utiles. Donc évidemment, il faut se poser la question de savoir comment sortir de cette ornière, d'autant plus que les équilibres mafieux sont des équilibres extrêmement stables. Il est très difficile d'en sortir. À partir du moment où vous êtes rentré dans ce mode de fonctionnement, c'est un petit peu comme dans le Chicago d'Al Capone, il n'y a pas que les mafieux qui en profitent. C'est-à-dire vous avez tout un tas de gens qui vivotent de ça, que les mafieux, justement, entretiennent toujours à la limite de la précarité, mais en même temps, ils leur donnent suffisamment de quoi vivre pour qu'ils aient peur de se révolter. Hein. Ça peut être les intermittences du spectacle, ça peut être justement le monde des médias, et donc ça permet d'assurer une très, très grande stabilité. On sait aussi que trop souvent, les forces de l'ordre peuvent jouer un peu le rôle de chien de garde de ces effets de caste, parce que quelque part, on a aussi un peu acheté leur silence. Ils auraient peu à perdre, mais le peu qu'ils ont, ils veulent le conserver. Il y a des solutions. Donc, une des premières, c'est de revenir déjà à des petites équipes. Il faut se méfier des très, très grandes organisations. Ça, c'est un message que j'ai porté auparavant. Il faut pouvoir avoir des équipes de gens qui se connaissent, qui s'estiment, parce que dans une petite équipe, il est beaucoup plus difficile de jouer au jeu que je décris. D'abord, ça se détecte beaucoup plus. Et puis, le partage des rôles, finalement, se fait beaucoup plus naturellement. Celui qui va profiter du travail des autres peut beaucoup plus difficilement le faire. Il y a un autre aspect, un autre type de solution. Là, c'est vraiment une solution de rupture. C'est une partie qui est une partie légèrement utopique, mais revendiquée, qui est à la fin de mon ouvrage. C'est que je crois à l'émergence de l'autogestion, au retour vraiment de l'idée d'autogestion, aussi bien en économie qu'en termes d'organisation humaine. C'est un thème d'ailleurs qui a été souvent abordé par Michel Onfray, hein, parce qu'il a de nombreux amis qui, quelque part, ont choisi ce mode-là. Il y a beaucoup de jeunes qui, quelque part, ça a été leur moyen de claquer la porte, de faire un peu sécession à l'ensemble de ces choses-là en disant « je veux finalement pouvoir décider de mon destin par moi-même, ne pas être dépendant de tout ça. Je vais peut-être vivre assez chichement, mais je ne serai plus soumis à l'ensemble de ces jeux. » Je pense que l'autogestion, et particulièrement en ce moment, est un mode qui va se généraliser naturellement. Vous avez de plus en plus de personnes qui sont à la limite de la précarité et qui vont choisir un mode de fonctionnement dans lequel la rentabilité constante, le profit toujours croissant n'est pas forcément le but de l'opération. Il s'agit déjà d'être autosuffisant, d'avoir une certaine indépendance. Ce n'est pas du tout utopique, hein, parce que des expériences d'autogestion, on se dit oui, vous faites référence à quoi bon, vous avez eu les républicains espagnols qui avaient fait des sociétés, c'était des gens qui étaient un peu anarchistes, qui avaient monté des communautés de ce type. En France et ailleurs, vous avez le système des SCOP. Donc, ce sont des entreprises dont chaque salarié est en fait actionnaire. C'est pour ça que moi, j'y retrouve tout à fait mon compte, hein, étant plutôt libéral en économie. C'est une idée quelque part qui fait participer tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur, ça peut faire participer vraiment tout le monde, mais vous n'êtes plus dans une logique où la valeur de quelqu'un est assimilée à son statut social. À partir du moment où vous assimilez la valeur humaine de quelqu'un à son statut, vous allez forcément jouer dans un certain nombre de détournements, de perversions du système. À partir du moment où vous dites que la valeur dépend beaucoup plus de ce que vous faites et des accomplissements que vous faites, là, vous retrouvez des cercles vertueux. Oui, mais ça n'apparaît à chaque fois que suite à des crises. Les scopes apparaissent bien souvent parce que l'entreprise a fait faillite et que les salariés, pour pouvoir conserver leur emploi, décident de prendre des parts dans l'entreprise et de monter une scope. Le modèle autogéré, le gars qui va tout maîtriser, qui va produire son énergie, produire sa nourriture. Tiens, pour l'anecdote,
il y a peu de temps, j'étais avec un collaborateur, disons, qui me disait vouloir vivre dans un camion aménagé. Et effectivement, l'idée, c'était de toucher à l'autogestion. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que tu prenais le camion aménagé, ça te coûtait même pas, les, disons, 20 000 euros, par exemple. Tu avais une surface habitable plus grande que bien Mhm. des appartements parisiens. Tu avais éventuellement ta production d'électricité qui était assurée par des panneaux photovoltaïques. Tu pouvais même éventuellement créer un petit peu de revenus si tu jouais bien grâce à ces panneaux-là. Et puis, tu te débrouillais pour t'approvisionner en eau. Tu t'en sortais, globalement, tu t'en sortais bien. Mais c'est le type d'idée qui vient à l'esprit aux gens parce qu'on est dans une période de crise. Ce n'est pas le type d'idée qui va nous permettre de développer une économie nationale à nouveau florissante et à nouveau conquérante. On est en train de s'écrouler déjà dans le jeu des puissances mondiales. Si on dit qu'on va relancer la France à grands coups d'autodigestion dans le Larzac, désolé pour les auditeurs, je fais exprès de caricaturer le propos pour que Marc ait le plaisir de me contredire. Mais ça me semble un petit peu difficile, non? C'est un peu Alors, utopiste précision déjà. importante, il ne faut surtout pas remplacer l'économie telle qu'on la connaît avec les entreprises actuelles par un immense parc de plein de communautés autogérées. En fait, la force serait d'avoir une économie mixte avec les deux modes de fonctionnement. Comme je l'avais dit dans la conférence précédente, le monde de l'entreprise aujourd'hui a aussi ses qualités, c'est-à-dire qu'il peut promouvoir de belles qualités et de belles qualités humaines, d'engagement, d'expériences humaines exceptionnelles, de gens qui vous poussent à vous dépasser, parfois aussi de relations humaines très chaleureuses. Donc il ne faut pas perdre aussi cette valeur-là. Par contre, l'existence de communautés autogérées exercerait une sorte de pression, il y aurait une pression réciproque d'un système sur l'autre. Parce que si le monde économique devient justement trop invivable ou trop inique, c'est-à-dire récompensant uniquement des stratégies déviantes, comme celles qui ont été décrites, vous aurez naturellement une fuite, et malgré tout, la ressource humaine reste le carburant absolument indispensable du monde de l'entreprise, une fuite vers les sociétés autogérées. Et inversement, les sociétés autogérées, il ne faut pas les idéaliser. J'ai étudié en profondeur des expériences concrètes de ces communautés. Alors, je tiens aussi à répondre, société autogérée, ça ne veut pas dire d'être tout seul dans son camion. Ça ne marche que si vous constituez une communauté, typiquement un village de quelques centaines de personnes. Ça pose aussi des problèmes. Vous avez des jeux d'acteurs, vous avez des jeux de pouvoir qui ne sont pas les mêmes, mais qui existent. Il ne faut pas prendre Il suffit de se parti rendre par sur certaines bars en Seine-Saint-Denis. C'est autogéré, l'économie est florissante, ça se porte bien, mais il y a des jeux d'acteurs, il y a des jeux de pouvoir. Quelquefois, ça termine à grands coups de tir de mortier ou de tir à balles réelles. Et là, Ça c'est joue, hein. carrément la mafia et la pure et dure, effectivement. Donc, il ne faut pas effectivement idéaliser cette partie-là. Il y a eu des expériences historiques qui ont fonctionné de communautés. Les scopes, effectivement, apparaissent en économie de crise, souvent. Mais ensuite, les gens se regardent, réfléchissent et disent, mais ça peut être aussi un mode de fonctionnement permanent. C'est pas forcément qui va le plus mal marcher. Une chose aussi, il y a eu des études économiques qui ont été faites sur les communautés autogérées et beaucoup se sont demandé, mais pourquoi est-ce que souvent ça finit par ne pas marcher, ça fait des sous. Est-ce que c'est moins efficace économiquement? En fait, il y a eu des études très précises, des mesures qui ont été faites, c'est plus efficace économiquement, c'est plus efficace que le monde de l'entreprise. Parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que la petite équipe super soudée qui veut atteindre un objectif. L'équipe de choc de Stakhanov, il n'y a pas plus productif. C'est ce qu'on a trouvé de mieux, avec des gens qui ont un intérêt commun. Ce qui fait que souvent, ça finit par capoter, c'est que ça peut être lié à un mode de vie communautaire ou communautariste qui est au détriment de la liberté individuelle, avec des modes de vie où on cassait la cellule familiale, il y avait où on élevait les enfants par l'ensemble de la communauté et pas par les parents. Donc je pense que ce genre d'expérience ne marche que si on préserve la liberté individuelle, c'est-à-dire qu'il faut conserver les libertés individuelles habituelles, mais par contre un mode de fonctionnement économique qui lui est collectif, qui s'apparente plus à celui d'une coopérative. Ça, je le décris beaucoup moins dans le Tao de l'économie, beaucoup plus dans un ouvrage précédent qui est en auto-édition, qui s'appelle le LORC. Je rentre précisément dans ce que serait une organisation concrète d'une communauté, avec des rotations d'ailleurs, de ceux qui auraient plutôt les leviers de direction. Il faut que ce soit une rotation très fréquente, en fait, tous les ans.
Et ce qui garantit le fait que vous ayez un certain pouvoir d'influence, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire, finalement, on vous donne le pilotage d'un projet, mais rien n'est systématiquement acquis. Donc, ce n'est pas votre position sociale qui vous définit ou qui définit quelque part votre utilité ou votre importance au sein de la communauté, c'est essentiellement ce que vous faites. Donc, il y a tout un tas de détails auxquels il faut penser, sans idéaliser encore une fois les jeux qui peuvent avoir lieu au sein de ce genre d'organisation. Ça peut très vite tourner la secte s'il n'y a que ça. Donc, c'est pour Est-ce ça qu'il est qu'un très important. est-ce qu'un membre plus compétent et plus productif au sein de cette organisation peut, à terme, s'assurer la possession d'un poste de pouvoir? Alors, un poste de pouvoir, non. Dans l'organisation que je décris, en fait, le pouvoir est sans arrêt remis en question. Il peut par contre capitaliser une partie des revenus qui auront été générés. Donc, il n'y a pas forcément un partage totalement égalitaire entre tous les membres. Par contre, il y a une redistribution systématique. Et donc, je propose même des clés de redistribution et des clés de répartition en fonction des rôles que l'on aura occupés. Le but est que si quelqu'un ne veut pas trop se fouler et veut simplement être un participant à un projet, par contre, avec la nécessité de réellement apporter sa pierre, il vivra comme ça toujours indéfiniment. Celui qui prendra plus de responsabilités aura plus de difficultés, d'ennuis. Par contre, peut-être qu'il pourra se faire bâtir une maison qui sera meilleure. C'est aussi un mode d'organisation dans lequel il ne faut pas qu'il y ait de locataires ou de propriétaires. Tout le monde doit être propriétaire de son logement. C'est un des avantages. Je pense que dans des situations telles que l'on vit actuellement, c'est un mode qui est amené à se développer. Et ça ne marchera que si c'est une société qui vient en contre-pouvoir de la société entrepreneuriale classique que l'on connaît. Parce que chacune a ses avantages et ses inconvénients, et elle ne fonctionne que si elles se tiennent quelque part en respect. Donc chacune a le pouvoir d'amoindrir l'autre si l'une d'elles commence à abuser de ses prérogatives. Donc si le monde de l'entreprise devient effectivement trop unique et trop cynique, beaucoup de gens vont passer dans les sociétés autogérées. Si les sociétés autogérées commencent à tourner à la secte ou à une communauté qui est finalement trop oppressante pour les libertés individuelles, les gens vont revenir dans le monde que l'on connaît. C'est toujours un équilibre finalement entre la liberté individuelle et l'esprit collectif. Oui, donc c'est un modèle que tu veux mettre en place en complément, en fait. C'est pas un modèle de remplacement de la société actuelle. Absolument. Et ça ne marchera que comme ça. En fait, la très grande erreur, souvent en économie, c'est d'avoir toujours pensé qu'il y avait un mode univoque qui marchait. On dit, est-ce que vous êtes capitaliste? Est-ce que vous êtes keynésien? Est-ce que vous êtes communiste? Est-ce que finalement, le bon mode de fonctionnement, ce ne serait pas un mix? J'ai une analogie là-dedans que je décris, c'est un petit peu comme inventer le moteur à 2 temps. Aujourd'hui et après à 3, à 4 temps. On a un mode qui est extrêmement primitif. Je pense que nos enfants, si la société évolue bien, ils nous regarderont avec commisération en disant mais vous viviez de manière aussi primitive, avec des modes aussi archaïques d'incitation des hommes. Quelque part, c'est pas le moteur à 2 temps, même pas à 2 temps. On brûle la ressource humaine, on la consume pour en tirer l'énergie qu'on peut tirer. Là, c'est un mode de fonctionnement où vous avez toujours 2 modes. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. Dans le monde du travail, je pense que tout le monde l'a connu, vous avez des moments où vous aimeriez changer d'orientation, vous recycler, faire autre chose, vous former, sauf que vous n'en avez pas toujours les moyens, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il manque en fait une sorte de point mort à l'économie où vous pouvez vous retirer quelque part temporairement de ce jeu-là, vous rentrez dans un autre jeu, parce qu'on vous demande quand même d'avoir une utilité sociale, donc vous n'êtes pas assisté, ça c'est important, et vous continuez d'être autosuffisant, mais vous avez le temps de vous consacrer à votre réorientation professionnelle. Parce que vous appartenez à une organisation dont le but n'est pas, je dirais, toujours plus de profit, mais simplement de bien vivre et de vivre suffisamment correctement, ce qui ne nécessite pas forcément d'y consacrer la totalité de votre temps. Donc vous pouvez vous mettre effectivement dans ce mode de vie. Et je crois que ça correspond à des phases de la vie de chacun. Il y a des moments où on aime bien, je dirais, l'aiguillon de l'économie de marché et l'aiguillon de l'entreprise classique. Et il y a des moments où on aimerait bien pouvoir se retirer de cela, prendre du recul, prendre de l'altitude et peut-être vivre dans un mode beaucoup plus solidaire. Je crois que l'être humain, il a toujours ces 2 aspirations de liberté et de solidarité.
On va retrouver un petit peu ce qui nous lie depuis notre premier entretien, Marc, et ce sera ma dernière question, sauf si tu as des choses à ajouter après. Euh, Quelle place peut jouer le souverainisme dans le processus que tu décris? Est-ce qu'il est essentiel? Est-ce qu'il est accessoire? Est-ce que de toute façon, cela adviendra quelles que soient les conditions en cours? Voilà, quelle est ton analyse à ce sujet? Lien entre, enfin, allez, en simplifiant au maximum, le souverainisme est-il utile pour lutter contre la médiocrité et la médiocratie? Je crois que le souverainisme a un rôle essentiel à jouer, et c'est pour cela que je suis souverainiste. J'avais conclu ma conférence précédente en disant que libéralisme et souverainisme étaient indispensables l'un à l'autre parce que le libéralisme apportait finalement la fluidité, parfois la ruse, l'agilité qui peut être nécessaire, que le souverainisme sans cela se retrouvait finalement toujours grugé, on pouvait un peu le rouler dans la farine. Le souverainisme exprimait plutôt l'action de résistance, l'action de ténacité en profondeur. Le libéralisme sans le souverainisme, qui s'étiole. Le libéralisme va finir effectivement par ce mode complètement perverti qui finira en catastrophe, hein, qui de toute façon finira par des violences urbaines, des violences sociales de pire en pire, par un règne des usurpateurs et des imposteurs. Euh, Ce qu'apporte le souverainisme, c'est une certaine idée de l'homme, c'est-à-dire qu'effectivement, le souverainisme redonne au libéralisme tout ce qu'il a tendance à oublier, c'est-à-dire le respect de notre histoire, de notre civilisation, de notre mémoire, qui fait qu'on est ancré dans une mémoire et une expérience séculaire ou millénaire, et dont on a besoin. C'est-à-dire que paradoxalement, il faut être désintéressé pour pouvoir être performant, même performant économiquement. Il faut faire appel à une certaine richesse intérieure et une vie intérieure. Donc le souverainisme, les valeurs du souverainisme, c'est une certaine idée de l'homme qu'on retrouve dans cet équilibre justement entre vie communautaire et vie de l'entreprise. Je le décris souvent donc, dans le premier ouvrage qui s'appelle L'Orque, dans le fait que de plus en plus nos sociétés occidentales et la civilisation occidentale est de toute évidence en décadence, et ce que j'ai décrit aujourd'hui le prouve, parce qu'on a perdu ce qui a été la trame, je pense, de tout ce que la civilisation occidentale a pu apporter de bien, qui était le stoïcisme. On a fonctionné sur une trame stoïcienne pendant très longtemps. Et l'arrivée des Tu nous usurpateurs au expliques pouvoir. le stoïcisme juste en 2 minutes, s'il te plaît, avant de poursuivre ton raisonnement? Tout à fait. Donc, c'était une philosophie d'ailleurs qui est apparue aussi pour des raisons de crise, qui consiste d'abord à avoir la sagesse de distinguer entre ce sur quoi on peut agir et ce sur quoi on ne peut pas agir. Donc, de se concentrer sur les choses sur lesquelles on a une prise directe. Les autres, il faut être capable finalement d'avoir la force de les ignorer. Et c'est une valorisation aussi de qualité qu'on a de plus en plus tendance à perdre. C'était le cas de grands serviteurs de l'État comme De Gaulle, comme Pompidou, comme Malraux, et évidemment de la médiocratie qu'on a maintenant. Le stoïcisme, c'est la valorisation d'hommes d'engagement, d'hommes d'honneur, d'hommes qui avaient puisé dans leur histoire, l'histoire de leur pays et de leur civilisation, d'hommes qui avaient à cœur d'avoir des réalisations authentiques. Ils se souciaient justement de savoir s'ils méritaient ou pas, et non pas de s'approprier les réalisations des autres. Quelque part, dans la valeur stoïcienne, il y a cette idée justement de pouvoir se désintéresser d'un profit qui aurait été dérobé, d'un profit qui aurait été complètement usurpé. Il y a d'autres civilisations que la nôtre, hein, qui ont repris ces thèmes-là. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les arts martiaux, je les ai pratiqués aussi assez longtemps. Et en Asie, il y a l'équivalent, hein, au Japon, qui est un pays dont j'aime beaucoup. La civilisation a des défauts et des avantages, il y a aussi des grandes qualités. Je dirais que l'Asie a bien souvent repris le flambeau des valeurs stoïciennes, c'est-à-dire qu'ils pratiquent aujourd'hui mieux les valeurs stoïciennes que nous ne les pratiquons. Donc aujourd'hui, on a valorisé les grandes gueules, les communicants, les gens qui se haussent du col. En fait, on est très souvent prisonnier des apparences. Le stoïcien va plutôt valoriser les gens qui sont sobres, les gens qui sont authentiques, les gens qui vont pouvoir précisément argumenter avec
des choses qu'ils maîtrisent, des sujets qu'ils peuvent articuler et expliquer simplement. Et ça, c'est de plus en plus perdu. Il y a une scène du film Les Sept Samouraïs que j'aime beaucoup, où on voit justement l'un d'eux qui est un samouraï exemplaire, bon, qui est justement très sobre, qui ne se paye pas de parole, qui maîtrise parfaitement son art et qui est en duel face à une grande gueule qui le défie, insulte, etc. Et puis il y a le chef de la bande des samouraïs qui va se constituer, qui voit le duel et qui dit l'issue est évidente. Et puis peu de temps après, eh bien, celui qui était la grande gueule se retrouve décapité. Voilà. Et l'autre simplement essuie sa lame et la rentre dans son fourreau. Bah, le drame, c'est que de nos jours, c'est l'inverse. C'est-à-dire l'issue est évidente dans l'autre sens. Autrement dit, on favorise des gens qui ont plutôt un comportement de prédation, d'intimidation, d'attitude de caïd, un peu comme Sarkozy, mais qui finalement n'ont rien dans le ventre. On a perdu ce sens, comme De Gaulle l'avait, hein, d'avoir une certaine sobriété. Il ne se payait pas de parole, le général. Il aimait les actes, mais par contre, il voulait absolument maîtriser son sujet. Il faut revenir à cela, et c'est une certaine idée de l'homme, une certaine valorisation de certains caractères que l'on trouve dans les valeurs stoïciennes et que nous sommes en train de perdre. Je peux même dire qu'on les a perdus depuis maintenant quelques décennies. Est-ce qu'on va les retrouver? C'est toute la question. Je terminerai justement avec une parole qui était placée en exergue de mon premier ouvrage, L'Orque. C'est un proverbe, en fait, enfin plutôt une parole, une phrase qui est tirée de Vladimir Yankelevitch. L'ego est en raison inverse de la personnalité. Et notre problème, c'est qu'on valorise essentiellement les personnes ayant un fort ego et donc très peu de personnalité. Bah, nous allons terminer donc cet entretien sur ce mot de Yankelevitch. Merci Marc Merci Maxime. pour cet entretien. J'espère que nos auditeurs trouveront ce contenu intéressant. S'ils veulent approfondir, on va donc les renvoyer vers tes 2 livres, Le Tao de l'économie et plus particulièrement L'Orque pour approfondir les thèmes abordés aujourd'hui. Également, chers auditeurs, je tenais à vous dire que lors du précédent entretien enregistré en compagnie de Charles-Henri Gallois vendredi, nous avons eu une mauvaise qualité sonore. J'ai fait l'investissement dans une caméra HD vous permettant d'avoir un meilleur visuel, mais je sais très bien que le plus important sur ce type de contenu sur Internet, c'est le son. Aussi, par avance, en espérant me tromper, en espérant avoir la bonne surprise que le son sera nickel, par avance, si ce n'est pas le cas, je vous présente toutes mes excuses. Ni Marc ni moi n'avions la possibilité de mettre de casque aujourd'hui et nous comptons à l'avenir faire les investissements nécessaires pour vous assurer le meilleur son possible. Néanmoins, même si nous sommes factuellement des francs-tireurs, nous comptons sur votre soutien pour nous y aider. Et votre soutien passe par un abonnement sur la chaîne YouTube, le partage du contenu, des likes sur nos chaînes, sur la page Facebook et sur Twitter. Vous pouvez suivre notre compte sur Twitter, mais aussi et surtout par un soutien financier sur notre page Tipeee. Donc, voilà, tous ceux qui vont me faire remarquer qu'ils ne sont pas satisfaits de la qualité du son, j'en prendrai bonne note, j'anticipe vos remarques. Vous pouvez nous aider en collaborant sur Tipeee. Voilà. Marc, eh bien, écoute, on va s'arrêter là. Peut-être renvoyer aussi les auditeurs en plus de tes 2 livres vers ton blog qui s'appelle Le Troisième Homme. Le troisième homme, évidemment, faisant référence aux 3 catégories de l'expérience de Didier Desor. Eh ben voilà, comme ça on a l'explication du nom de ton blog en plus. Merci à toi. Merci Maxime et merci à tous les souverainistes.